Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Le mois de mai sera-t-il celui de toutes les contestations? Le gouvernement se prépare à affronter un mois de manifestations. Sur fond de montée du chômage, les signes de crispation se multiplient. Alors, quelle est la température du climat social du pays? C'est le thème de notre grand débat du mardi soir. Après les révélations du canard enchaîné, Claude Guéant se défend. Les 500 000 euros sur son compte proviendraient de la vente de 2 tableaux flamands du XVIIe siècle. Quant aux factures payées en liquide et retrouvées à son domicile, elles correspondent, selon lui, à des primes de cabinet non déclarées. Alors d'où proviennent ces primes? Les détails dans ce journal. Berlin, puis Paris, c'est le programme du tout nouveau président du Conseil italien. Fort de la confiance dans son Parlement, Enrico Letta est parti à la rencontre de ses partenaires européens avec une idée en tête, la relance de toute urgence. Et la réponse d'Angela Merkel ne s'est pas fait attendre, on l'écoutera dans un instant. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Ce soir, l'emploi et encore l'emploi. C'est le thème du déplacement de François Hollande au Mureaux dans les Yvelines. C'est le seul objectif qui vaille à marteler le président. Et à l'approche du premier anniversaire de son élection, et malgré des sondages en berne, François Hollande a voulu montrer qu'il pouvait encore aller à la rencontre des Français. On voit tout cela avec Tam Tranui. Comment il s'appelle le chien? Chloé. Séance photo et signature d'autographe pour François Hollande. Bon, les jeunes, c'est les vacances là en ce moment. Au bas d'un immeuble du quartier populaire de Brècheville au Mureaux, le chef de l'État écoute les doléances des habitants. Moi j'ai 25 ans, je trouve aucun travail, j'ai 2 enfants. Et Pôle emploi, il n'y a rien. Oui, là justement, on va installer Pôle emploi. Économie emploi, il n'y a rien. Donc il faut regarder peut-être pour les emplois d'avenir, parce que là c'est fait partie de ces publics prioritaires. Les emplois d'avenir, mais aussi les contrats de génération. Lors de ce déplacement, François Hollande a répété son objectif d'inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année, défendant sa boîte à outils et faisant de l'emploi sa priorité. Le seul objectif, la seule mobilisation qui vaille, où que ce soit, c'est l'emploi. Hier avec des chefs d'entreprise, aujourd'hui avec des élus locaux, avec des ministres mobilisés pour la politique de la ville, l'emploi. Lors de ce déplacement, le président de la République a aussi mis en avant des mesures spécifiques aux quartiers sensibles, renforcement de la présence de Pôle emploi, exonération fiscale pour les entreprises embauchant un jeune des quartiers, ou encore clause d'insertion permettant aux entreprises vertueuses d'accéder plus facilement au marché public. Consolidation budgétaire et croissance ne sont pas contradictoires. C'est la réponse de la bergère au berger, ou plutôt celle d'Angela Merkel à Enrico Letta, le nouveau président du Conseil italien, qui a critiqué hier les politiques d'austérité en Europe. Ce dernier a entamé une grande tournée européenne au programme Berlin ce soir, puis Paris et Bruxelles. Enrico Letta sera reçu demain à l'Elysée par François Hollande, qui voit déjà en lui un allié de taille. Les détails avec Véronique Pagnon. Les politiques en faveur de la relance ne peuvent plus attendre. Enrico Letta préfère la relance par la croissance à la rigueur prônée par Angela Merkel. Une aubaine pour François Hollande qui rencontrera demain le nouveau chef du gouvernement italien à l'Elysée. Le président français pourrait voir dans ce nouveau voisin politique un allié de taille, une nouvelle voie européenne qui pourrait l'aider à rétablir l'équilibre entre les partisans de la rigueur et ses adversaires. Pour François Hollande, il y a urgence, les distorsions au sein même du gouvernement ne cessent de se faire entendre. Ce matin, le ministre du Budget réaffirmait la nécessité d'une rigueur budgétaire. Vous ne trouverez pas un ministre qui ne soit pas désireux de réorienter l'Europe sur le chemin de la croissance. Et parmi ceux qui souhaitent la réorientation de l'Europe vers davantage de croissance, vous n'en trouverez pas un qui préconise qu'on abandonne la stratégie de redressement. De l'autre côté, après Benoît Hamon ce week-end ou encore Cécile Duflot, Arnaud Montebourg ne mâche pas ses mots dans un article de l'hebdomadaire Le Point. Il faut ouvrir les hostilités avec l'Union européenne, il faut toréer l'Union européenne comme un torero. François Hollande a donc tout à gagner d'une entente avec l'Italie d'Enrico Letta. Plus elle demandera la clémence de l'Union européenne vis-à-vis de son déficit, plus elle rassurera les ministres français favorables à la relance sans l'austérité.
Et j'ajoute cette information du site leséchos.fr autour d'un rapport interne du ministère allemand de l'économie, rapport qui a fuité ce soir dans la presse d'Outre-Rhin. Il est à la une du Handelsblatt, c'est un quotidien de référence du monde des affaires. Alors cette note juge très sévèrement la situation économique en France. Je cite, « L'industrie française perd de plus en plus en compétitivité. La délocalisation à l'étranger des entreprises se poursuit. » Et le journal allemand de conclure que le fier voisin français menace de devenir l'homme malade de l'Europe. Dans l'actualité également, Claude Guéant se défend. Les 500 000 € sur son compte proviendraient de la vente de 2 tableaux flamands du XVIIe siècle. Quant aux factures payées en liquide, elles correspondent, selon lui, à des primes de cabinet non déclarées. Sur ce sujet, Roselyne Bachelot affirme, je cite, « Soit c'est un menteur, soit c'est un voleur ». Tacle ce soir de Claude Guéant qui ironise sur la difficile reconversion de son ancienne collègue Joachim Robb et Tam Tranui. Claude Guéant dans la tourmente après les révélations sur les découvertes à son domicile lors d'une perquisition dans l'enquête sur un éventuel financement libyen de la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy. Premier point qui intrigue les enquêteurs, 500 000 € versés sur le compte de Claude Guéant depuis une banque à l'étranger. Autre élément troublant, plusieurs factures réglées en liquide et pour des montants importants. Des primes de cabinet prélevées sur les fonds secrets du gouvernement, selon Claude Guéant, et versées aux collaborateurs ministériels. La pratique a bien existé, mais Lionel Jospin y a mis fin en 2001. Marie-Noëlle Lienemann était alors membre du gouvernement. Ça a été modifié du jour au lendemain. Après, on avait des frais de représentation qui étaient bien définis, bien contrôlés. Et qui était tout à fait transparent. 2001, soit un an avant que Claude Guéant ne rejoigne le cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. L'ancien ministre s'est défendu ce soir sur France 2, alléguant que le système dont il a bénéficié était propre à son ministère. Pour ce qui est du ministère de l'Intérieur, les primes de cabinet faisaient partie d'un ensemble. Quand vous avez plusieurs milliers de fonctionnaires qui bénéficient de ce système, vous ne le changez pas du jour au lendemain. La question de base, c'est de savoir si des primes sont justifiées ou non. Les primes sont justifiées, ce sont des fonctionnaires, je ne parle pas de moi, qui travaillent très dur, qui sont très compétents. Le gouvernement Ayrault a cette année franchi une nouvelle étape dans cette transparence en rendant publics les salaires et les primes des conseillers des ministres. Claude Guéant devra donc expliquer aux enquêteurs ses mouvements sur son compte. Une information judiciaire est ouverte. Et la suite du 22h avec à présent l'analyse de Jean-Louis Goumbaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors en cette semaine, anniversaire de l'élection de François Hollande, le président est sur différents fronts. Hier, Jean-Louis, on l'a vu à l'Élysée avec les chefs d'entreprise. Aujourd'hui au Mureau pour parler emploi. Malgré le contexte, les sondages en berne, il faut afficher le volontarisme politique. Oui, et vous avez remarqué que le président accélère, étoffe sa communication. On le voyait rarement et on le voit maintenant quasiment tous les jours. Alors il étoffe, il accélère sa communication et il essaie de ne pas la disperser. Il centre sur l'emploi. On le voyait avant-hier en Chine, il en profite pour parler de l'emploi, investissement chinois en France, accélération des ventes en Chine. On le voyait hier à l'Élysée sur les assises de l'entrepreneuriat devant 300 chefs d'entreprise. Tout son fil conducteur, c'est l'emploi. On le trouve aujourd'hui au Mureau, là où il avait été il était allé pendant la campagne électorale. Et là aussi, il parle de l'emploi. Et on a l'impression que dans ce contexte où on parle beaucoup de remaniement ministériel, d'union nationale, lui, il dit c'est pas tellement ça la question, c'est l'union nationale autour de moi sur la question de l'emploi. Et c'est pas gagné pour 3 raisons. La première, c'est qu'on a bien vu entre ce qui était dit hier devant les chefs d'entreprise, c'était apparemment beaucoup plus facile pour lui que de parler aujourd'hui devant les chômeurs. Plus facile devant les employeurs que devant les chômeurs parce qu'effectivement, il a peu de résultats. C'est la deuxième difficulté, c'est que les chiffres ne vont pas dans son sens. Depuis qu'il est arrivé, si on prend les chiffres du mois de juin du chômage, le chômage a augmenté de 275 000 demandeurs d'emploi. Ça, on est à un rythme de 1000 par jour. C'est quand même quelque chose de relativement inquiétant. On voit par ailleurs surtout les offres d'emploi de Pôle emploi qui ont baissé de 18% en un an. Le temps, la durée du chômage, le nombre de chômeurs qui sont là depuis plus d'un an a augmenté de 17%, c'est-à-dire beaucoup plus vite que le chômage lui-même. Donc on entre dans le chômage et on a de plus en plus de difficultés à en sortir. Et enfin, la politique sociale du chômage, on pense notamment aux emplois d'avenir, on pense également aux contrats d'avenir, tout cela, ces contrats-là ont du mal
mal à démarrer. D'ailleurs, dans la majorité même, on commence à demander à ce qu'on reformate un peu ce type de contrat pour qu'ils aient un peu plus de succès. Et la troisième raison, c'est évidemment les perspectives ne sont pas bonnes à cause de la question de la reprise, parce qu'on est quand même sur une croissance zéro, donc on ne peut pas avoir une augmentation, une baisse de l'emploi, une baisse du chômage avec un taux de croissance de ce niveau. Justement, Jean-Louis, vous en parlez, la reprise et donc le débat sur la rigueur qui est toujours d'actualité. Enrico Letta, le président du Conseil italien, est à Berlin ce soir. Il sera demain à Paris. Est-ce que c'est vraiment un allié de François Hollande dans cette politique de relance qu'il appelle, lui, de ses voeux pour l'Italie déjà? Alors, incontestablement, c'est un allié. Le problème, ça sera de ne pas trop afficher que c'est un allié. Alors qu'est-ce que c'est qu'un allié qu'on ne peut pas trop mettre en avant? C'est ça compliqué dans un combat. Le problème de l'allié, c'est qu'il soit là pour... Et là, le problème, c'est que François Hollande n'a pas envie, visiblement, contrairement à une partie de sa majorité, de se fâcher, visiblement, avec Mme Merkel. Il se trouve qu'aujourd'hui, Eurostat, qui est l'INSEE un petit peu de la Commission européenne, a publié le taux de chômage à l'échelle de la zone euro. Nous atteignons un taux historique, 12,1% du taux de chômage. Alors ça, déjà, c'est inquiétant. Et ensuite, ce qui est un peu surprenant, c'est de voir les inégalités de taux de chômage à l'intérieur de cette même zone euro. Vous avez des taux de chômage, par exemple, comme en Allemagne, où il est à 5,6%, en Autriche à 4,7%, et puis vous allez sur la Grèce, l'Espagne et le Portugal un peu moins 15%, l'Espagne et la Grèce, on est autour de 26%. Comment voulez-vous avoir une politique de croissance et de chômage qui soit harmonieuse avec des taux de chômage aussi différents? Et c'est ça le problème. Parce que lorsqu'on se retourne vers l'Allemagne pour dire qu'il faut faire quelque chose contre le chômage européen, et qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, faites comme moi, faites ce que je dis et faites ce que je fais. Et les gens disent, mais nous, on n'a pas les moyens de faire exactement la même chose que vous. Et donc, il y a des frictions qui s'annoncent à l'intérieur de la zone euro, tant qu'il y a une diversité de situations à l'intérieur même de cette zone euro. La France, elle, se situe dans la moitié, puisqu'elle est à peu près à 10% de taux de chômage, mais c'est quand même un taux relativement élevé. Merci beaucoup Jean-Louis pour votre analyse. Et dans ce contexte, une question se pose: le mois de mai sera-t-il celui de toutes les contestations? Le gouvernement se prépare en tous les cas à affronter un mois de manifestations sur fond de montée du chômage. Les signes de crispation se multiplient. Le Front de gauche appelle à manifester le 5 mai. Mais dès demain, il y aura de nombreux cortèges dans les rues de France à l'occasion du 1er mai. Un 1er mai marqué par la division des syndicats. On voit tout cela avec Aurélien Romano. Cette image, on ne la verra plus, et pas seulement parce que les hommes ont changé. La CGT et la CFDT sont en froid. Thierry Lepan, successeur de Bernard Thibault à la tête de la CGT, a eu les mots très durs contre Laurent Berger, successeur de François Chirac à la CFDT. En cause, l'accord national interprofessionnel signé entre le MEDEF et plusieurs organisations syndicales, dont la CFDT, mais pas la CGT. Effectivement, la relation entre la CFDT et la CGT n'est pas au beau fixe. Nous avons, à travers l'accord national interprofessionnel du mois de janvier sur l'emploi, proposé des solutions qui vont changer la vie des salariés. Ce syndicalisme-là, la CGT le conteste aujourd'hui, c'est son droit. Il nous paraissait difficile d'agir ensemble pour des objectifs complètement différents. Conséquence, pour la journée internationale du travail, la pilule ne passe pas, les syndicats français sont très dispersés. Les images de l'an dernier sont bien loin. Il y aura demain un rassemblement CFDT, CFTC, UNSA, un autre de Force ouvrière qui manifeste tout le temps à part, et le cortège dit unitaire, CGT, FSU solidaire. À la CGT, on tente de temporiser cette brouille entre les deux organisations majoritaires et leurs deux dirigeants. Vous voyez bien que la situation et le contexte, y compris syndical, unitaire, va bien au-delà de ce qui pourrait apparaître et être commenté comme des affaires de personnes. C'est pas ça le fond. Nous avons un certain nombre de points de vue qui sont pas les mêmes, voire qui sont divergents. Le 1er mai est aussi le jour traditionnel de défilé du Front National, qui risque cette année d'avoir un rassemblement plus important que celui des syndicats. Comme l'an dernier, le parti de Marine Le Pen, porté par les affaires politiques et la crise économique, a réservé la place de l'Opéra. Ce ne sera pourtant pas un entre-deux-tours de la présidentielle. Le 1er mai, certains qualifient cette date de fête du travail, d'autres de fête des travailleurs. Mais l'ambiance ne sera pas la fête demain dans les cortèges et les défilés. Dans un contexte morose, les Français craignent une explosion sociale dans les usines, les entreprises, les signes de crispation
se multiplient. Le gouvernement affirme en tous les cas que tout est mis en œuvre pour lutter contre le fléau du chômage. Et c'est un mois de mai agité qui se profile. On en parle avec nos invités ce soir. Jean-Pierre Mercier, bonsoir et bienvenue, délégué CGT de l'usine PSA d'Aulnay. Avec nous également Philippe Dallier. Bonsoir. Bonsoir, sénateur UMP de Seine-Saint-Denis. Martine Billard, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes co-président du Parti de gauche. Et avec nous également Luc Carvoise. Bonsoir, sénateur socialiste du Val-de-Marne. Alors messieurs, mesdames, d'abord, sur ce climat social, comment chacun de vous ressent, perçoit cette atmosphère et ce climat social actuellement? Jean-Pierre Mercier. Bah écoutez, en tant que salarié, on perçoit ça d'une manière extrêmement révoltante et écœurante. On subit les attaques de l'ensemble du patronat depuis maintenant des décennies, ces fermetures d'usines sur fermetures d'usines, licenciements sur licenciements. Nos conditions de vie sont largement attaquées depuis des années et des années. Et là-dessus, les changements de gouvernement ne font que soutenir les politiques patronales qui visent à faire reculer l'ensemble de nos droits. Donc effectivement, la seule solution que moi j'entrevois dans cette situation, c'est la contestation, c'est le fait qu'il faut que ça soit dans la rue que ça se passe, il faut que l'ensemble du monde du travail se mobilise, se rassemble, s'unisse, au-delà des divisions syndicales, oui. Bien sûr. C'est votre vœu, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un climat de résignation qui fait qu'il n'y a pas cette montée, cette coagulation des luttes que peut-être vous espérez? Écoutez, il y a de toute façon un mécontentement énorme qui existe. Oui. Maintenant, il faut trouver les moyens qui s'expriment. Mais vous savez, quand vous êtes attaqué, vous n'avez pas 36 solutions, il faut se défendre. Et aujourd'hui, dans certaines entreprises, pas dans toutes, mais en tout cas, il y a des salariés qui relèvent la tête, tout comme à PSA Aulnay, où ça fait 3 mois et demi qu'on est en grève contre une fermeture d'usine pour défendre notre boulot. En détail, bien sûr. Et vraiment, moi, je suis vraiment convaincu que pour le monde du travail, la seule façon pour qu'il s'en sorte, il faut qu'il compte que sur ses propres forces, sur ses mobilisations, en utilisant ses armes, les grèves, les manifestations et les occupations d'usines. Même question, Luc Carvoise, sur ce climat, cette ambiance, cette atmosphère sociale. Écoutez, depuis maintenant presque un an où François Hollande a été élu président de la République et que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, chacun sait, ça ne vous étonnera pas, que je le rappelle encore ce soir, après avoir vu les images du président au Mureau, que l'année 2013 est pour nous la bataille de l'emploi. Et cette bataille, nous l'engageons dans le dialogue social. On parlera tout à l'heure de d'Aulnay, mais on est dans un gouvernement de combat et de résistance avec des solutions qui essaient d'être apportées, qui seront pas toujours aussi rapides que ce que l'on aimerait. Sauf que des choses se font. Sauf que sur Aulnay... mais vous sentez cette impatience grandir et les fruits qui tardent à arriver. Mais le candidat Hollande l'avait dit pendant la campagne, que les choses seraient excessivement difficiles. Nous avons retrouvé, je vois mon collègue sénateur Dallier s'impatienter, nous avons quand même trouvé le pays dans un état catastrophique. La casse industrielle, tous les plans de licenciement en 2012 se sont opérés sur le second semestre 2012. Pourquoi? Parce qu'il y avait au premier semestre une campagne présidentielle et que l'on a reculé des échéances et qu'aujourd'hui, les mesures qui sont apportées, les solutions que le président de la République, dans le dialogue social, avec les forces de gauche, avec les syndicats, sont là pour essayer de justement inverser cette tendance de casse industrielle. Et nous sommes là pour être jugés sur des faits. Même question sur le climat social. Je voudrais vous demander d'abord, est-ce que vous craignez qu'il y ait une explosion sociale ou est-ce que vous la souhaitez? La souhaiter, qui pourrait souhaiter une explosion sociale? Personne. Oui, bien évidemment, M. Mercier, qui est dans la lutte permanente et dans la caricature permanente, on pense effectivement qu'il peut le souhaiter. Mais je pense que ce dont ce pays a besoin, c'est d'abord de réformes pour que les entreprises retrouvent de la compétitivité, qu'elles puissent créer de l'emploi, qu'elles puissent créer de la richesse. C'est ça dont ce pays a besoin. Et pour répondre à mon collègue, François Hollande avait dit des choses pendant la campagne. Moi, je l'ai écouté au mois de février, il y a quelques semaines, nous dire qu'il avait sous-estimé la gravité de la crise. Effectivement, quand on a fait campagne pendant des mois et des mois en disant tout ça c'est la faute de Sarkozy, quand il sera parti ça va aller mieux, la désillusion est terrible. Et la désillusion est d'abord terrible à gauche. Et on voit effectivement Hollande plonger dans les sondages, le dernier disant que si on votait demain, il ne serait même pas au second tour. Voilà la réalité. Oui, vous avez sous-estimé la gravité de la crise et ce pays vit depuis des années une incapacité
et à faire des réformes que nous allons payer très cher. Et c'est ça un qui mot est encore sur le dramatique. climat social. Vous dites évidemment que vous ne souhaitez pas une explosion sociale, mais expliquez-nous les phrases de certains responsables politiques de droite, Jean-Pierre Raffarin, ancien ministre. Regardez déjà ce qu'il disait en mai 2009. Voici sa phrase. Notre pays a le sang chaud. La situation sociale est tendue. C'était dans le quotidien Le Monde. On va regarder ce qu'il dit en mars 2013. C'était dans l'émission politique sur Public Sénat. Preuve par 3, il y a donc quelques semaines. On l'écoute. Je pense que le climat social est explosif. Je suis assez préoccupé de la situation sociale dans le pays. Cette manifestation est un modeste signal, mais il y en aura d'autres, hélas, parce que la situation est grave. Bon. Sous la droite comme sous la gauche, rien ne change, même discours. Que la situation soit grave, on est dans le constat. De là à souhaiter une explosion sociale pour aboutir à quoi? Attendez, moi je suis un républicain, les choses doivent se passer au Parlement, avec les syndicats qui sont des partenaires sociaux. On n'est pas là pour faire la révolution, on sait toujours comment ça se termine. Alors, Martine Billard. Ouais, écoutez, moi je rappelle quand même que pendant 10 ans, il y a eu beaucoup de régression sociale, et encore pire les 5 dernières années sous Nicolas Sarkozy, beaucoup d'atteintes contre le droit du travail, qu'on se battait tous au Parlement contre ces régressions, notamment par exemple contre les contrats de compétitivité, contre la mobilité forcée. Et force est de reconnaître qu'aujourd'hui, c'est un gouvernement qui se réclame de la gauche, du Parti socialiste, qui met en œuvre, au travers de la transposition de l'accord emploi, qui met en œuvre donc toutes ces régressions contre lesquelles on s'est battu ensemble. Moi, je me souviens m'être battu avec Alain Vidalis à l'Assemblée nationale, où Alain Vidalis expliquait, qui est aujourd'hui ministre, chargé des relations avec le Parlement, qui était à l'époque le député socialiste qui était pilote sur tous les textes sur le Code du travail, qui expliquait que ces régressions étaient inadmissibles. Et nous étions tous d'accord. Donc nous disons très clairement au niveau du Front de gauche, qui était inadmissible sous la droite, l'est tout autant sous un gouvernement du Parti socialiste. Martine Billard rejoint ce qu'a dit Jean-Pierre Mercier il y a quelques jours. Vous avez dit Hollande-Sarkozy, c'est pareil. Pardonnez-moi, mais c'est une musique qu'on entend. Non, j'ai pas dit ça. Ah bah j'ai votre phrase, vous l'avez dit, je l'ai noté. Hollande aujourd'hui, c'était pire que Sarkozy. C'est pire que celui. Donc vous dites quand même que c'est tous pareils et pardon, tous pourris, ça vous rappelle une phrase? Ça je le dis pas. Je dis aujourd'hui ce qu'on vit sous Hollande. Ce que Martine Billard venait de dire là sur cet accord qui présenté pour protéger les emplois. J'entendais les deux sénateurs dire parler de la compétitivité. Voilà, que ça soit au niveau du Parti socialiste qu'au niveau du UMP, ils sont pour la compétitivité. Ça veut dire quoi la compétitivité? Ça veut dire quoi la compétitivité? C'est protéger les profits. Ça veut dire licencier plus facilement, ça veut dire augmenter le temps de travail sans augmenter les salaires, ça veut dire donner l'autorisation au patron, ce qui était interdit jusqu'à maintenant dans le Code du travail, l'autorisation au patron de baisser les salaires, faciliter les licenciements, ce que Sarkozy n'a pas osé faire, Hollande, aujourd'hui, la compétitivité, c'est un gros mot, c'est un mot tabou, c'est pas un mot tabou, une réalité. C'est compétitivité, ça veut dire, je te laisse la parole après, compétitivité, ça veut dire protéger les profits, licencier plus, c'est ça que ça veut dire dans la bouche des patrons. Moi, je vais vous prendre un exemple, c'est l'exemple d'Arcelor, parce que c'est quand même un bel exemple, Arcelor. Arcelor fait des bénéfices, notamment en utilisant le marché carbone. Il a eu le droit à certains quotas de droits à émettre des gaz à effet de serre. Bon, et quand ensuite il revend, il se fait du profit là-dessus. Il fait du profit en fermant les aciéries en France. Et après, on va venir pleurer sur le thème que la balance commerciale est difficile parce qu'il faut importer de l'acier. Mais l'acier, nous en avons besoin. Et notamment, je dis à tous ceux qui parfois rêvent un petit peu, que les éoliennes, c'est pas un tronc d'arbre, c'est de l'acier. Donc on a besoin de cet acier en France. Et donc à un moment donné, il peut y avoir la compétitivité des profits des entreprises, mais d'abord ces entreprises, elles n'existent pas sans les salariés, ouvriers, techniciens, ingénieurs. Première chose. Et deuxième chose, il faut savoir prendre... Il faut savoir prendre la main, y compris par les nationalisations, sur des entreprises dont nous avons besoin, tout simplement. Pardon, juste les nationalisations. C'est aussi l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable. Pour organiser la transition écologique. Parce que vous pouvez toujours pleurer sur l'argent du contribuable, mais demain, quand vous serez avec un réchauffement climatique à plus de 4 degrés, là, vous pourrez continuer à pleurer. L'argent du contribuable, c'est le nôtre. Je vais citer le général de Gaulle, j'aime bien le faire, qui disait « On ne fait pas de politique en dehors des réalités ». Vous pouvez effectivement regretter le monde tel qu'il est. Je comprends que vous le regrettiez. Vous pouvez regretter ce qu'est devenu la Chine. Vous pouvez regretter ce que deviennent tous les pays émergents. Mais soit effectivement, on est dans un monde où vous fermez les frontières et vous dites maintenant, on revient en autarcie et on remet les frontières douanières et tout ce que vous voulez, mais le monde, il n'est plus comme ça. Alors le monde, il va bien falloir s'y adapter. Il va falloir arrêter de tomber dans la caricature systématiquement en opposant le patronat aux salariés. Vous parlez des patrons comme si vous parliez
de gens qui sont méprisables, qui sont là effectivement. Mais si c'est votre très bien, et puis il y a des grands patrons qui sont des patrons voyous. C'est votre discours en permanence. Nous avons un problème de compétitivité grave. Vous ne pouvez pas le nier. La question, c'est de savoir comment on rétablit les choses et comment on fait en sorte que nos produits soient de bons produits et qu'ils soient à des prix sur le marché qui les rendent attractifs. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que j'aimerais, c'est qu'au moins vous ne niez pas la réalité et le constat. Parce que si on n'est même pas d'accord sur le constat, on ne peut pas trouver les solutions. Vous n'êtes pas d'accord sur le constat, on va voir ce qu'il en est, des outils, et puis on parlera en tous les cas après du cas spécifique de PSA Aulnay. Pour faire face au mécontentement, le gouvernement met en avant son dispositif anti-chômage depuis un an. François Hollande l'a rappelé aujourd'hui au Muro. On va regarder sa panoplie qui entraînera, selon lui, une inversion de la courbe du chômage. La voici, il y a les emplois d'avenir, il y a les contrats de génération, il y a l'accord sur la sécurisation de l'emploi, il y a le renforcement des moyens de Pôle emploi. Est-ce que, selon vous, ce n'est pas suffisant ? Visiblement, ça ne fonctionne pas. C'est peut-être qu'il y a un problème qu'il faudra se poser des questions. C'est des questions au fond. C'est quelle économie nous voulons, quelle industrie nous voulons, qu'avons-nous besoin de produire en France. Si on se pose pas ces questions, un peu le débat parce que je me sens un peu seul, cornérisé dans mon coin, et je sens bien que les trois autres invités au moins seront d'accord. Vous avez remarqué qu'ils visent la droite et la gauche. Sur le fait de dire que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault n'en fait pas assez. Mais quand j'entends Martine Billard, j'entends cette petite musique qu'il y a finalement la gauche qui aujourd'hui gouverne notre pays. La gauche pour l'austérité, face à une autre gauche, la gauche de l'espérance, celle qui porte les valeurs qui devrait retourner des situations. Mais nous sommes une gauche du réel et non pas de l'incantatoire. Quand j'entends qu'il n'y a pas assez de mesures qui sont prises, quand on parle de 150 000 emplois d'avenir, de 500 000 contrats de génération, je suis assez étonné. Donc là, on a la gauche marchand de rêve. Je rejoins mon collègue parlementaire, je suis pour la démocratie parlementaire. La rue, il faut l'entendre, parce que c'est un droit constitutionnel que d'aller défiler. Sauf que j'aimerais aussi que les représentants syndicaux respectent le dialogue social. Et quand on arrive à être mis en minorité sur certains sujets, comme sur l'ANI, il faut, je parle de l'accord de sécurisation, le respecter. Il ne suffit pas de venir, parce que je ne sais pas si François Hollande, vu que j'ai entendu qu'il était que le deuxième président de la République socialiste de notre pays depuis bien longtemps, il est pire que Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai pas le sentiment que dans les conseils nationaux de l'UMP, Monsieur Mercier, vous pouviez vous y inviter sous le fracas et le vacarme. Mais en tous les cas, vous nous auriez tout simplement demandé d'être reçus, entendus, comme nous recevons, et nous l'avons fait au Congrès de Toulouse. Nous avons reçu les corps constitués parce que nous ne les méprisons pas, contrairement pardon, chers collègues, au précédent président de la République qui disait depuis que je suis au pouvoir, quand il y a une manifestation, on ne se rend même plus compte dans la rue. Nous ne sommes pas dans cette méthode-là avec François Hollande. Nous sommes pour le respect, la démocratie sociale, le dialogue social, mais la démocratie parlementaire. Et ce qui est en train de se passer, dès demain, dans la rue le 1er mai, où là aussi les syndicats ne sont pas unis, partent divisés. Et Martine Billard et Jean-Luc Mélenchon qui font finalement une contre-manifestation du 1er mai, le 5 mai, où tout va se mélanger parce qu'on a envie finalement d'être dans un grand vacarme tonitruant nous y serons aussi, nous sommes le premier parti de France, le Parti Socialiste et le Parti des Travailleurs. Alors, et personne ne peut se revendiquer de ça. Jean-Pierre Mercier, sur cette écoute, cette ouverture, ce dialogue prôné par les socialistes. Il y aurait beaucoup de choses à répondre. Premièrement, quand je dis que Hollande est pire que Sarkozy, c'est pas une affaire de personne. C'est une affaire de politique. Non, laissez-moi vous répondre. Le syndicaliste ou l'élu LO qui parle. Juste laissez-moi vous répondre. Donc c'est peut-être plus l'élu LO que le syndicaliste. C'est ce que beaucoup de salariés parlent. Voilà, écoutez, c'est ce que beaucoup de salariés pensent, c'est au niveau de la politique du gouvernement. Bien sûr que Hollande, il fait la politique que le MEDEF demande et impose. Exemple, la loi sur l'ANI, la loi sur la flexibilité soi-disant de l'emploi, qui est une loi qui protège les profits, qui va faciliter les licenciements. Je l'accepte, écoutez, on défile, c'est un droit. Mais on manifeste, on fait grève, même si ça ne vous plaît pas, on fait grève parce que c'est notre droit. Je remarque que vous ne me laissez pas parler. Voilà, laissez-moi parler. 2 secondes. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Moi, je vous rappelle comment vous avez agi le 13 avril dernier. On va prendre le cas d'Aulnay qui est un cas d'école. Un cas d'école. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement sur le dossier PSA? Il a fait beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'il n'a rien fait. Il a fait beaucoup de choses. Oui.
beaucoup de choses du côté de la direction pour soutenir la direction de Peugeot. Mise en place un médiateur par Michel Sapin. C'est pas un médiateur et vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Luc Aronas, puisque vous parlez de PSA, messieurs, on va se pencher justement sur le cas spécifique de PSA donné. Jean-Pierre Mercier, le plan social a été désormais, je le rappelle aux téléspectateurs, entériné par le comité central d'entreprise. La fermeture de l'Origine aura lieu, s'il vous plaît, messieurs, aura lieu au plus tard en 2014. Notre journaliste Faustine Saint-Geniès s'est rendue à 2 reprises sur place à la rencontre des ouvriers. Pour beaucoup d'entre eux, l'heure, on va le voir, est à la résignation. Et puis certains veulent aussi tourner la page. On voit tout cela ensemble. Regardez. Ce matin, pour l'embauche à 6 heures, les visages sont fermés, les silhouettes lasses. Les ouvriers de l'usine PSA à Aulnay sont résignés. Le site va fermer, ils le savent, et se sentent abandonnés. Moi j'ai le sentiment qu'on fait rien, que Hollande il nous a menti. Mais il n'y a rien parce que nous on ne travaille pas, l'usine va être fermée bientôt là. Donc, il a rien fait. Hollande a promis à ArcelorMittal de garder les fourneaux allumés. Aujourd'hui on les ferme. Aulnay va fermer. Certains reprochent à François Hollande de plus s'intéresser aux patrons qu'aux ouvriers. T'es ouvrier, écoute, il veut bien verser une petite larme, mais c'est le chômage, voilà. T'es patron, alors là, c'est pas que des mots, c'est du pognon. C'est des subventions à tir larigot pour des entreprises qui se portent pas si mal qu'elles voudraient le faire croire. Près de 500 personnes ont déjà quitté l'usine, principalement vers le site de Poissy. Et environ 200 salariés sont en grève depuis plus de 3 mois. Derrière ces grilles, dans l'atelier de montage, la chaîne est à l'arrêt. Pour tous au quotidien, c'est l'incertitude. Pour l'instant, je suis complètement dans le flou, parce que moi, pour l'instant, on m'a rien proposé. Et moi, je suis en plus dans la très mauvaise fourchette. J'ai 53 ans, handicapé. Alors voilà, je suis dans l'incertitude de mon avenir. Et pour cause hier, le comité d'entreprise a donné son feu vert au plan social annoncé le 12 juillet 2012. Dernière étape avant la mise en œuvre d'une réduction drastique des effectifs et de la fermeture de l'usine à Aulnay en Seine-Saint-Denis. Pour le SIA, syndicat majoritaire à Aulnay, il faut surtout s'assurer que tous les salariés soient reclassés en CDI. S'il y avait une possibilité d'empêcher la fermeture d'Aulnay, je serais la première à me battre contre ça. Aujourd'hui, il n'y a plus rien pour empêcher la fermeture. Maintenant, ce qu'il faut, c'est assurer l'avenir des salariés. Si c'est gagner du temps juste pour faire perdre du temps aux salariés, ce n'est pas leur souhait. 3000 postes directs sont concernés par la fermeture de l'usine d'Aulnay, même si PSA a toujours promis qu'il n'y aurait pas de licenciement. Voilà, on vient de l'entendre dans ce reportage de Faustine Saint-Geniès. Il y a de la déception, de la résignation, mais beaucoup veulent tourner la page. Jean-Pierre Mercier, je voulais vous demander, avec le recul, est-ce que vous n'avez aucun regret sur votre stratégie? Certains ont qualifié votre attitude de désesperados. Vous avez combattu les armes à la main jusqu'au bout. Et on continuera, le combat il n'est pas fini. Vous avez entendu vos autres collègues dans ce sujet? Oui, on est plus de 200 en grève. Oui, on a osé relever la tête. Sur 2500. Ça fait combien comme pourcentage, pardonnez-moi? Écoutez, le fait est que les chaînes de production sont à l'arrêt parce que la majorité des salariés qui sont en chaîne de production soutiennent notre grève parce que ce sont des anciens grévistes qui ont fait plusieurs semaines de grève. Le fait est que, oui, on a osé relever la tête face à la famille, une des familles les plus puissantes de France, la famille Peugeot, qui est non seulement soutenue par l'ensemble du patronat, mais qui est aussi soutenue par le gouvernement. Et là, je voudrais simplement revenir sur le débat pour dire que le gouvernement actuel a fait beaucoup de choses dans le dossier de PSA du côté de la direction. Ça a été d'abord 7 milliards que le gouvernement a mis comme garantie pour sauver la banque PSA. 7 milliards sans aucune contrepartie en termes de garantie d'emploi. Après, sur l'affaire du médiateur, oui, au bout de plusieurs mois de grève, on a demandé tout simplement ce que le Code du travail nous permet. Non, on n'a pas obtenu un médiateur, on a obtenu un facilitateur. Ce qui est complètement différent, quelqu'un qui n'a aucun pouvoir de médiation, et monsieur le sait extrêmement bien. Après, à chaque fois qu'on a fait des actions, qu'est-ce qu'on a en face de nous? Les cartes de CRS, les cartes de gendarmes mobiles. Et quand on a osé rentrer dans ce sanctuaire, le bâtiment du MEDEF, on a été emporté dans un la négociation peut aussi porter ses fruits. On a des exemples. On regarde le cas de Bosch de Rodez. Quel syndicat a signé il y a quelques jours un accord de flexibilité prévoyant une baisse des jours RTT qui? La CGT et Sud.
Martine Billard, oui. C'est l'autonomie des sections syndicales. Ça marche. À un moment donné, hypocrite entre ce que l'on dit nationalement et ce qui se passe sur les territoires. C'est quand même un peu incroyable de traiter les salariés d'hypocrites. Vous savez qu'il y a une autonomie des sections syndicales, bien sûr. Et que les sections syndicales dans elle est jamais variable quand elle est arrangeante pour ceux et celles qui ont envie de la rendre autonome. Ça va. Vous êtes pour un pouvoir centralisé, vous, dictatorial. Quand vous parlez, Madame Billard, Jean-Pierre Mercier. Non, ça ne sert à rien de parler tous en même temps. Le but, c'est que les téléspectateurs se comprennent. Vous m'aviez demandé, donc alors allez-y, Martine Billard, je vous donne la parole. Oui, les syndicats, tous les syndicats fonctionnent avec l'autonomie de leur section syndicale et c'est la section de l'entreprise qui décide. Voilà. Donc alors, moi, je ne connais pas le cas concret. C'est une décision locale. Si les Français avaient encore un doute sur le fait qu'il n'y a plus de majorité dans ce pays, heureusement, les institutions de la 5e permettent de gouverner, mais on voit bien dans quel état ils sont aujourd'hui. Moi, je veux revenir sur le cas de PSA quand même. Qu'est-ce qu'on reproche à Peugeot? De ne pas avoir eu la même politique que Renault? Est-ce que vous êtes plus favorable à la politique de Renault qui a délocalisé bien plus que ne l'a fait Peugeot? Le drame de Peugeot, c'est le drame de tous les constructeurs automobiles, c'est que le marché s'est effondré. Et Peugeot, qui était très bien implanté en Europe du Sud, a vu ses ventes s'effondrer. Cette boîte perdait 250 millions d'euros de trésorerie par mois l'année dernière. Est-ce que ça pouvait durer? Non, ça ne pouvait pas durer. Alors, où on prend effectivement des décisions, et ces décisions, elles sont forcément difficiles, et on essaye de sauver la boîte, ou alors effectivement, on est dans jusqu'au boutisme, comme votre syndicat l'a été, parce que tous les autres syndicats ont signé l'accord il y a longtemps, et l'ambiance, moi je suis un élu de Seine-Saint-Denis, tout comme vous d'ailleurs, moi je sais ce qui se passe à l'intérieur de cette usine. Et l'ambiance, la pression que vous mettez sur les employés qui ne vous suivent pas, vous croyez que c'est normal, qu'on est dans le dialogue social normal? Je pense que vous devriez aussi réfléchir à cela, parce que pointer du doigt les patrons du CAC 40, etc., tout ça c'est bien joli, mais qu'est-ce que vous construisez? Vous êtes là pour quoi? Pour détruire l'industrie française? Ce que vous reprochez aux autres de faire? Vous devriez vous interroger. Écoutez monsieur, juste je vais vous répondre 30 secondes. Concernant la politique de Peugeot et la politique de Renault, moi, je pense que c'est pas aux travailleurs de faire les frais d'une situation où il y a un recul de vente. Mais reconnaissez qu'elle n'était pas la même. Je vous pose une question. PSA dit « je suis au bord du gouffre financier ». Comment vous expliquez qu'à l'Assemblée générale des actionnaires, la semaine dernière, ils se sont votés plus de 320 millions de rachats, annulations d'actions dans leur poche, et pourquoi ils se sont votés plus de 30 millions d'euros d'actions gratuites à distribuer aux principaux dirigeants du groupe, alors que dans le même temps, on va fermer l'usine d'Aulnay, on va licencier 3000 salariés à Aulnay, 1400 à Rennes, parce que c'est nous qui payons les pots cassés dans votre discours de compétitivité et qu'il faut sauver la boîte. Nous, ça fait des décennies qu'on fait sacrifice sur sacrifice, des décennies qu'on nous demande de travailler plus vite, de nous esquinter le dos, de nous esquinter les muscles, et après, c'est quoi? C'est la porte, c'est le chômage. Eh bien ça, on le refuse. On le refuse par la grève, en occupant les usines, et c'est la solution face à ce genre de discours qui est toujours le patron roi, le patron de droit divin. Ça, il y en a marre de ce discours, il y en a marre de cette politique. Je rêve du jour où dans ce pays, les syndicats pourront discuter effectivement avec les chefs d'entreprise dans un autre dialogue que celui-là. Dans un autre dialogue que celui-là. Parce que c'est ça le drame de ce pays. Vous savez, on se moque beaucoup de l'Allemagne de ce côté-ci du plateau. Mais regardons ce que les syndicats allemands et le patronat allemand sont capables de faire, et notamment dans l'industrie automobile. Alors, quand vous voyez qu'en Allemagne, les plus grosses boîtes automobiles versent 7 000 euros de prime annuelle à leurs salariés parce que leurs boîtes sont compétitives, on devrait plutôt s'interroger là-dessus. Luc Carvounas et Martine Billard. Je veux répondre à monsieur Mercier, mais en même temps, je suis assez amusé d'entendre Philippe Dallier considérer qu'il n'y a pas de majorité pour gouverner ce pays, quand il est issu d'une famille politique, l'UMP, qui n'arrive même pas à trouver une majorité entre elles pour diriger le premier parti d'opposition de France. Revenons sur le terrain économique. Occupez-vous aussi de vos petites affaires en interne. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, vous croyez sincèrement que François Hollande, que le gouvernement de Jean-Marc, vous croyez sincèrement que nous sommes revenus au pouvoir avec la confiance des Français pour dire aux ouvriers d'Aulnay qu'on va les laisser tomber? Vous croyez sincèrement qu'il n'y a pas un engagement fort vis-à-vis des 11 000? Il y a eu 2 rapports qui ont été déposés, je ne reviendrai pas dans les détails, dont un porté par les syndicats qui parlait de la viabilité ou pas de ce site. Aujourd'hui où nous parlons, c'est le jour où nous avons déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi avec la volonté de pouvoir regarder les sites, de quelle manière ils peuvent être repris ou pas. Vous croyez sincèrement que nous ne sommes pas dans ce combat-là pour les ouvriers? Ce qu'on appelle la loi Florange, la loi de reprise des sites rentables. Et vous croyez que nous sommes tout dans le combat pour l'emploi? Moi, je suis convaincu que d'une chose, que vous êtes
vous n'acceptez pas d'être vous-même mis en minorité dans votre Non, j'accepte pas d'être licencié tout comme mes camarades. Vous n'acceptez pas d'être que 200 par rapport à combien de salariés qui ne vous suivent pas. Vous avez une voix forte, mais ça ne suffit pas. C'est comme au parti de gauche, représenté ce soir par Martine Billard. Il se rendra compte qu'il n'est pas dans la bonne direction. Il n'y a pas de gauche en France. Sauf que Martine Billard et Jean-Luc Mélenchon, eux, sont dans l'incontestabilité. Mais ils sont dans la scène politique. D'ailleurs, j'ai envie de demander à Martine Billard si elle cautionne les propos de Jean-Luc Mélenchon sur l'ordre de lancement de la campagne du 5 mai prochain, sur la purification et le coup de balai. Arrêtez d'inventer, vous êtes tout le temps en train d'inventer des propos qui n'ont pas été tenus. On va arriver au terme de ce débat. Donc nous disons clairement, en tant que parti de gauche, si vous me laissiez parler, ce sera peut-être plus facile. Nous disons très clairement que pour nous, le problème dans le pays aujourd'hui, c'est pas le coût du travail, c'est le coût du capital. Bon, j'ai pas le temps de développer, mais je veux dire, c'est assez facile à voir quand on prend sur le nombre d'années que les actionnaires se sont mis dans la poche. Première chose. Deuxièmement, donc nous disons oui, nous nous assumons, nous sommes en désaccord avec la politique menée aujourd'hui par ce gouvernement, et donc nous le disons. Et c'est de notre responsabilité en tant que front de gauche de dire qu'il y a une autre politique possible à gauche aujourd'hui en France. Et heureusement qu'il existe le front de gauche, sinon ce serait la désespérance totale. Donc c'est pour ça que nous disons oui, nous serons dans la rue le 5 mai pour dire clairement il y a une autre politique à gauche possible. Et il nous reste quelques minutes. Vous savez, parler politique autrement qu'en insultant. Est-ce que vous savez le faire, Jean-Luc Mélenchon? Mais est-ce que vous savez faire ça? Parce que messieurs, madame, vous avez écouté ce débat. Merci. Des manifestations pour le mariage, le même soir, il y avait des manifestations contre le mariage. Martine Billard, s'il vous plaît, c'est la fin de ce débat. Vos insultes continuent. C'est la fin de ce débat. Voilà, c'était un dialogue entre un socialiste et aussi une partie de la gauche. Voilà, merci en tous les cas d'avoir participé à ce débat mouvementé. Merci Jean-Pierre Mercier. Merci beaucoup Martine Billard. Merci Philippe Day. Et merci Luc Carbonas, parce qu'il faut le dire, nous avons sollicité beaucoup de socialistes et il y en a peu qui ont répondu à l'appel, donc merci d'être venus ce soir. Ouais. La dernière page du journal à présent avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Cécile Sixou. Barack Obama reste prudent, mais il confirme des armes chimiques ont bien été utilisées en Syrie. Nous avons des preuves que des armes chimiques ont été utilisées en Syrie, mais nous ne savons pas comment, quand et par qui ces armes ont été utilisées. Quand je prends des décisions sur la sécurité nationale américaine et sur une éventuelle action pour répondre à l'utilisation d'armes chimiques, je dois être sûr de connaître les faits. Sûr de connaître les faits, car si effectivement le régime de Bachar al-Assad a utilisé des armes chimiques, les États-Unis interviendront militairement en Syrie. Après 33 ans de règne, la reine Béatrix est visiblement émue de laisser la place à son fils. Willem-Alexander devient à 46 ans le roi des Pays-Bas et le premier homme à monter sur le trône depuis 1890. Hurrah! 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 Après l'abdication, Béatrix est venue sur le balcon saluer la foule de 20 000 personnes, puis se retirer, laissant son fils et sa famille prendre la relève. Du fond de sa prison, Yulia Tymoshenko attendait cette décision. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné Kiev pour son arrestation et sa détention illégale depuis 2011. L'ancienne première ministre ukrainienne, rivale de l'actuel président, purge une peine de 7 ans pour avoir signé des accords gaziers avec la Russie jugés défavorables pour l'Ukraine. Ce soir, la France demande sa libération. Pas de répit pour le gouvernement pour le premier anniversaire de l'élection de François Hollande. Le 6 mai, les ministres seront au boulot. Jean-Marc Ayrault a prévu de les réunir pour un séminaire de travail. Impopularité oblige, aucune festivité n'est prévue à l'Élysée. Par ailleurs, un fascicule dressant le bilan de la première année devrait être diffusé. Il n'y a pas que le syndicat de la magistrature qui a son mur des cons. Pour l'use de Charlie Hebdo, François Hollande aussi a le sien et il pourrait bientôt y faire quelques modifications. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À suivre à présent, c'est l'émission Politique Preuve par 3. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous retrouve jeudi à 22 h bien sûr et toujours avec plaisir.
Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français, est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de Public Sénat avec l'agence France Presse et Dailymotion. Suzette Bloch et Perrine Tarnaud vont nous rejoindre tour à tour. Le bras de fer avec Angela Merkel en Europe, l'année 1 de la présidence Hollande, la radicalisation du front de gauche qui appelle à manifester le 5 mai, le 5 mai pour un grand coup de balai, votre relation politique et personnelle également avec Jean-Luc Mélenchon, le tribun au langage cru et dru. Beaucoup de thèmes à aborder donc ce soir avec vous, Pierre Laurent. D'abord, l'heure est à la confrontation. Le mot est à la mode, mais je parle de la confrontation des communistes avec le gouvernement et le chef de l'État que vous accusez de mener une politique d'austérité. Là, est-ce que le mot de confrontation, vous l'acceptez, vous le revendiquez ? Oui, c'est une confrontation sur les choix qu'il y a à mener pour le pays. Effectivement, le gouvernement persiste et signe sur un cap d'austérité, de compétitivité conçu comme une pression contre le coût du travail, et ça nous paraît être une mauvaise solution. D'ailleurs, les chiffres du chômage qui s'aggravent de mois en mois devraient être une alerte suffisante. Alors il récuse l'idée d'austérité, mais je pense qu'il revendique tout à fait le souhait de rendre l'économie plus compétitive. Oui, elle en a besoin. Il récuse le terme d'austérité. Je sais bien qu'on invente des mots. Alors une fois c'est la rigueur, après c'est le sérieux budgétaire. Mais en vérité, quand on comprime toutes les dépenses publiques, que les robinets de l'investissement sont fermés, qu'on remet plus rien dans la machine pour relancer, ni dans les salaires, ni dans la recherche, ni dans l'investissement industriel, si ça s'appelle pas de l'austérité, je ne sais pas ce que c'est que l'austérité. D'un mot, comment est-ce que vous qualifiez le bilan de l'an 1 de François Hollande ? Je dirais que c'est l'année gâchée. Les Français avaient mis de l'espoir, ils souhaitaient une rupture avec les politiques de Nicolas Sarkozy, avec les politiques qui ont été menées pendant 10 ans à droite. Et cette rupture, elle n'est pas au rendez-vous. Et je crois que toutes les enquêtes d'opinion l'attestent, et c'est notre opinion. Les gens ne reconnaissent pas dans la politique du gouvernement la politique de gauche qu'ils attendaient et que François Hollande lui-même leur avait promis quand il disait « on va mener la guerre à la finance, on va renégocier le pacte budgétaire européen ». Il n'y a rien de tout ça à l'arrivée. Et le dernier épisode du dialogue avec les pigeons hier à l'Élysée est la preuve que la direction prise par le gouvernement n'est pas du tout celle attendue par les salariés qui ont voulu le changement. Le chef de l'État a tendu la main au patron. Hein, il a eu tort. Non, les pigeons qui étaient reçus une nouvelle fois, parce que c'est un peu des coqs en pâte à l'Élysée, à chaque fois qu'ils demandent d'être reçus, on déroule le tapis rouge, on leur sert les petits fours, et eux, à chaque fois, viennent avec une seule revendication, c'est exonération fiscale. Et ils l'obtiennent, ils ont été 2 fois à l'Élysée au mois de septembre, octobre dernier, et hier encore. Ils arrivent, ils demandent des exonérations fiscales, ils les obtiennent. Et en l'occurrence, on ne parle pas de petites PME, hein, on parle de gens qui gagnent des millions. On parle de start-up, de gens qui gagnent des gens qui gagnent l'État dit on ne veut pas décourager des millions d'euros par mois, hein, qui gagnent des millions d'euros par mois, par an, excusez-moi, des gens qui sont quand même très à l'aise. Et on leur fait des exonérations fiscales, alors que eux, les Français, ressentent tous les jours la dureté de la crise et les sacrifices qu'on leur demande. Donc il y a une injustice qui n'est pas normale. Parmi les nombreuses mesures effectivement annoncées, notamment sur le plan fiscal, aux chefs d'entreprise à l'Élysée, il y a celle de l'enseignement de l'esprit d'entreprise à l'école, même de la 6e à la terminale. Que pensez-vous de cette idée ? D'abord, ça existe déjà. Il suffit de lire les programmes en économie. On leur apprend davantage la libre concurrence prônée par tous les économistes dominants qu'on ne leur apprend les valeurs de solidarité et de coopération dans le monde économique. Donc je ne dis pas que pour une part, ça existe déjà. Mais en plus, qu'est-ce qu'on a besoin dans cette société ? On a besoin de solidarité, on a besoin de coopération, on a besoin de savoir comment justement on arrête avec ces logiques de dumping social, ces logiques de mise en concurrence systématique. Je crois l'esprit d'entreprendre, d'entreprise. L'esprit d'entreprendre. Créer des richesses pour tous, non ? Oui, mais alors s'il s'agit de créer l'esprit d'entreprendre, c'est pour ça qu'on va à l'école d'ailleurs. Hein. On va à l'école pour se doter de capacités et avoir la liberté de choisir. La liberté de choisir et d'entreprendre. Mais il faut que ça aille de pair avec l'enseignement du droit à l'égalité.
de la solidarité, de la fraternité. Et finalement, liberté, égalité, fraternité. Présenter comme ça, la suggestion de François Hollande oui, ne mais vous convient la suggestion de François Hollande, non, telle qu'elle a été présentée hier, elle ne me convient pas, puisqu'il s'agit une fois encore de nous dire que ce sont les valeurs de l'entreprise telle qu'elle est gérée aujourd'hui qui devraient être enseignées à l'école. Alors vous dites année gâchée pour François Hollande. Il y a pas mal de sondages qui en fait réinventent l'élection présidentielle. Elle avait lieu dimanche par exemple. Est-ce que vous regrettez votre vote pour François Hollande ? Non, parce que mais parce que si c'était à refaire dimanche prochain, écoutez, vous votez Hollande. J'écoute la droite. J'écoute la droite. D'abord, si c'était à refaire, peut-être que nous serions nous le Front de gauche beaucoup plus haut que nous l'avons été l'année dernière. Donc, je ne suis pas sûr que l'élection se déroulerait de la même manière, avec le même scénario. Il n'est pas sûr que François Hollande soit au second tour, surtout. Oui, évidemment, avec la politique qu'il mène aujourd'hui, et qui tourne le dos à ce que souhaitait et à ce que souhaite toujours la majorité de ceux qui ont voté pour lui, effectivement, il chute dans les sondages, puisque les gens ne se retrouvent pas dans cette politique-là. Mais donc, vous revoteriez pour lui ? Non, parce que oui ou non ? Non, mais c'est pas oui ou non, justement. Non, si je vous donne le choix. Non, mais vous me dites, est-ce qu'on refait l'élection d'il y a un an ? Voilà, ça c'est une chose. Si aujourd'hui il y a une nouvelle élection, ça ne sera pas la même élection, ça ne sera pas les mêmes contours, ça ne sera pas les mêmes résultats. Toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Et donc le Front de gauche peut être, je le répète, beaucoup plus haut qu'il n'a été l'an dernier. François Hollande se démène devant les patrons, enfin vous le critiquez quand il les reçoit à l'Élysée, mais il se démène également pour les fameuses mesures de sa boîte à outils. Il a réalisé un déplacement ce mardi au Mureau dans les Yvelines et il voit avec ces mesures pour l'emploi, une manière de redonner l'espérance aux Français. Pas pour vous. Vous croyez sérieusement que ce qu'entendent les Français aujourd'hui, c'est qu'on est en train de reconstruire l'espérance. C'est tout le problème, c'est que les Français sentent bien qu'on est en train de tourner le dos à cette possibilité si on continue dans cette voie-là. Et ils demandent le retour à une politique justement qui reconstruise l'espoir. Et c'est ce que nous voulons apporter. Le Front de gauche met sur la table tous les jours des solutions à cette situation. Nous ne nous réjouissons pas de la situation actuelle. Alors il y a une solution qui est apportée par le groupe socialiste aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui dépose la fameuse loi Florange qui avait été annoncée par François Hollande durant sa campagne. Donc obliger un groupe à trouver un repreneur pour un site rentable dont il veut se séparer. Est-ce que ça au moins c'est une bonne réponse pour vous ? La loi Florange, il faudra trouver un autre mot parce que pour Florange, il est trop tard. Ce qui est déjà quand même un problème. Ensuite, l'idée de permettre la reprise d'un site dans de meilleures conditions, d'un site rentable qu'un grand groupe abandonne pour des objectifs de rentabilité, c'est une bonne idée et une idée que nous avions soutenue. Maintenant, le projet de loi, pour ce que j'en connais, parce qu'il est déposé aujourd'hui, donc je ne connais pas assez, paraît très peu contraignant en vérité, puisqu'il remet dans les mains des tribunaux de commerce la possibilité de faire pression sur les entreprises. On vient de voir chez Fralib, puisque cette idée est née notamment chez Fralib ou à Pétron Plus, que les tribunaux de commerce n'ont pas tellement aidé les salariés à s'en sortir. Je crois qu'il y a un grand manque de ce que je connais du projet de loi, mais j'en dirai un peu plus quand je l'aurai regardé très en détail, c'est la question des droits des salariés. Ce qui manque là-dedans, c'est qu'il faut de nouveaux droits pour les salariés. L'entreprise n'appartient pas aux actionnaires, elle appartient à ceux qui produisent les richesses dans cette entreprise. Et les salariés et leurs syndicats n'ont pas assez de droits dans les entreprises sur leur devenir de leur outil de travail. Surtout que les entreprises qui sont concernées... L'entreprise n'appartient pas uniquement aux actionnaires ou pas du tout aux actionnaires. Mais bien sûr, les gens qui produisent les richesses ont tout autant de droits sur l'avenir de cette entreprise que les actionnaires. Et parfois même beaucoup plus. Parce que je parle par exemple de Fralib, cette entreprise existait bien avant que Unilever ne la rachète à un moment donné. Donc ce n'est pas à Unilever d'avoir le droit de vie ou de mort sur cette entreprise. Alors, vous attendez donc d'avoir exactement le texte de cette proposition socialiste. Donc la confrontation avec le gouvernement, avec François Hollande, on l'entend depuis le début de cette émission, Pierre Laurent, la confrontation également avec Angela Merkel, ça aussi, ça ne vous fait pas peur comme formulation? Mais c'est inévitable. Écoutez, tous ceux qui veulent sortir des logiques d'austérité actuelles en Europe... Pourquoi elle? Mais elle, ça n'est pas elle toute seule. Elle incarne un certain nombre de forces en Europe et qui dominent pour le moment les institutions européennes.
et qui prône très ouvertement une politique d'austérité et qui échoue, mais qui échoue lamentablement. On a l'impression, au contraire aujourd'hui, que des voix s'élèvent au sein de l'Union européenne en disant mais personne ne dit l'austérité est la solution de tout, c'est pas même Angela Merkel. Elle ne dit pas il faut faire des économies à tout va, elle prône des réformes de structure aussi. Oui, mais ces réformes de structure, c'est une dépression comme on n'en a pas connu depuis un demi-siècle de la dépense publique, de l'investissement public, des services publics. C'est une privatisation généralisée. En Grèce, il ne va plus rien rester, rien de public. Tout a été vendu. Là, ce qui s'est passé on a obligé les Grecs à vendre tout ce dont ils disposaient. Recul de la production salariale, c'est vrai que c'est pas toujours très agréable. Pas de salaire minimum. Réforme du marché du travail. Explosion du nombre de contrats de mini-jobs, des contrats qui sont payés parfois 1 euro de l'heure. Des gens qui, pour maintenir leur droit au chômage, sont obligés de travailler gratuitement. Alors effectivement, avec ça, on dit ils sont compétitifs. Oui, l'Allemagne fait partie des pays qui tirent vers le bas en ce moment tout le système salarial européen. Et ils l'organisent en Allemagne même et dans les pays qui sont autour de l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne, tout ça, où beaucoup de gens travaillent à très bas coût pour l'Allemagne aujourd'hui, pour les grands groupes allemands. Eh bien, ce système-là, il est en train d'enfoncer l'Europe entière. Et effectivement, il faut monter au créneau contre ces politiques-là. C'est la guerre. Non, mais la guerre économique, en Europe, c'est Angela Merkel qui la mène pour le moment. Et elle l'amène contre les propres salariés allemands et contre tous les pays européens. Vous avez noté quand même que c'est l'Allemagne qui finance les pays du sud de l'Europe. Non, absolument pas. L'Allemagne, non, mais c'est faux. Mais c'est faux. Non, c'est faux. C'est faux parce que plus de fonds à l'Union européenne. Non. D'abord, l'Allemagne organise des excédents commerciaux complètement déséquilibrés à l'égard de tous les pays européens. Donc l'Allemagne concentre des richesses entre ses mains qui sont produites par beaucoup d'autres en Allemagne. Elle exerce cette pression économique en permanence. Et quand elle prête, c'est pour renflouer le système bancaire. Et en échange, elle demande des sacrifices aux populations. Mais dans les soi-disant plans d'aide qu'on a apportés aux pays du Sud, rien n'a été dans la poche des Espagnols, des Portugais, des Grecs, des Chypriotes. Tout va dans la poche du système bancaire européen pour défendre les intérêts d'un système bancaire qui a beaucoup spéculé, y compris les banques allemandes. On a compris que le mot confrontation ne vous fait pas peur, avec Angela Merkel. Vous votez Barthelone Premier ministre ? Non, moi j'ai beaucoup mieux à proposer. On peut faire une nouvelle majorité avec un Premier ministre du Front de Gauche. Avec un Premier ministre du Front de Gauche. Mais ce qui compte, Jean-Luc Mélenchon. Non, mais il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon. Mais il a dit qu'il était prêt, lui. Pourquoi pas? Mais il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon au Front de Gauche. On est très nombreux au Front de Gauche avec beaucoup de capacités. Mais moi, beaucoup d'autres qui sont au Front de Gauche. Ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est que la politique gouvernementale actuelle ne rassemble plus de majorité autour d'elle. Les gens qui ont fait majorité en mai dernier ne soutiennent plus cette politique-là. Donc il faut que tous ceux qui ont voulu le changement en mai dernier reconstruisent un contrat politique de changement majoritaire. Et moi, après le 5 mai, nous organisons une grande marche le 5 mai avec le Front de Gauche. On va faire le 16 juin des assises de la refondation sociale et écologique auxquelles les écologistes d'Europe Écologie Les Verts, des socialistes de gauche, beaucoup de personnalités, toutes les forces, tout ça, qui vont venir à ces assises et nous allons commencer à rediscuter. Et vous allez dire à ce moment-là comment vous allez trouver 60 milliards d'euros pour désendetter la France ? Mais absolument. Il y a beaucoup d'argent à aller chercher dans l'évasion fiscale, par exemple. L'affaire Cahuzac avait ouvert ce débat. Aussitôt, on l'a refermé. Non, il faut continuer ce débat-là. On a une évasion fiscale qui est chiffrée entre 60 et 80 milliards d'euros. Il y a beaucoup d'argent à aller chercher. Il y en a beaucoup d'autres ailleurs aussi. Les socialistes qui vous déçoivent, ce sont les socialistes de droite, c'est ça ? Mais c'est les socialistes qui tournent le dos à leurs engagements de gauche. Et il y en a aujourd'hui, malheureusement. Quand j'entends le gouvernement, après que la majorité sénatoriale de gauche tout entière ait voté l'amnistie sociale, changer de position, effectivement, ça n'est plus une position de gauche. On va y revenir dans un instant, Pierre Laurent. Après le 1er mai de la division syndicale, ce mercredi, il y aura donc ce 5 mai la manifestation aux revendications multiples appelée par Jean-Luc Mélenchon qui veut donner un coup de balai. Il l'a dit, je crois que la formule ne plaît pas à tous vos camarades, ni à vous-même. Mais officiellement, bien sûr, tout va pour le mieux entre le PCF et Jean-Luc Mélenchon. Avant d'accueillir Suzette Bloch de l'agence France Presse, revue des troupes avec Alexandra Collineau.
Bonjour, marche pour la 6ème République, le 5 mai. 7h30 à Paris ce matin, les tracts en main, les militants du Parti communiste mobilisent pour la manifestation de dimanche. Au parti de gauche aussi, on se prépare pour défiler pour la 6ème République. L'appel est lancé par Jean-Luc Mélenchon. Malgré tout, on l'assure, il n'est pas question de personnaliser l'initiative. Ce n'est pas la manifestation d'une personne, donc personne n'a de mal à se retrouver. Vous verrez la première ligne de manifestation dimanche, ce sera très divers. Il y aura Pierre Laurent, il y aura Jean-Luc Mélenchon, mais il y aura d'autres personnalités. Tout le monde sera donc sur la photo. Encore faut-il être à la bonne place, car Jean-Luc Mélenchon tient le crachoir médiatique. Le Parti communiste, lui, semble s'adapter aux initiatives de l'ancien candidat à la présidentielle, même quand la rhétorique fait tiquer. Nous, la question du coup de balai, la terminologie n'est pas la nôtre. Le parti de gauche a une autre manière